Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ce sont les vraies voix. Aujourd'hui, on est ravis de vous retrouver avec nos éditorialistes du jour, avec Philippe David qui est là. Ça va, Philippe? On est même heureux de travailler les jours fériés pour faire les vraies voix. Je sais pas vous. Oui, regardez cette joie. Qu'est-ce que vous la cachez bien? Non, c'est éclatant. Oui, vraiment, d'ailleurs, on s'est battu, faut bien le dire. Et on considère vraiment comme un immense privilège d'être les seuls à se lever ce matin-là quand tout le monde reste au lit. Pour tout vous dire, on les a achetés. Au moins, on les a achetés avec des paquets de gâteaux. Ils sont venus direct, bam. Il y a tout, des palmiers, des petits biscuits, il y a tout. Il y en a pour tous les goûts. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes sur la route, puisque pas mal de, j'imagine, de s'il y a trafic. une radio, en tout cas, Cécile, on accepte à la rigueur de venir travailler les jours fériés, c'est bien celle-là. Ah, merci. Ailleurs, c'est plus dur. C'est plus compliqué. En tout cas, si vous êtes sur la route, faites attention, ça va bouchonner et vous allez pouvoir vous brancher sur Sud Radio et on vous en remercie. Nous, juste ensemble jusqu'à 19h. En tout cas, vous pouvez nous appeler. Chez nous, ça bouchonnera pas. Exactement. Oui. Il y aura, ce sera fluide. Ce sera et le temps passera plus vite. Quoique, on sait jamais. Allez, le sommaire de cette émission. On va revenir sur le Festival de Cannes et sur l'interview dans le JDD de Laurent Wauquiez. La culture est-elle trop politisée en France? Après le discours très engagé de Justine Triet au Festival de Cannes samedi contre la politique du gouvernement et la marchandisation de la culture, c'est le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui a dénoncé dimanche dans le JDD les indignations à géométrie variable de l'idéologie wokisme qui permet la pression et qui met la pression aux artistes. La population, en tout cas, a fortement réagi et la politique semble avoir une nouvelle... Voilà, je vais y arriver aujourd'hui. La politique semble une nouvelle fois pris place effectivement dans la culture, Philippe. Absolument. D'ailleurs, je me concentrais. La ministre de la Culture, d'ailleurs, a réagi à dénoncer, je la cite pour parler des propos de Justine Triet, de propos injustes et ingrats, presque d'extrême gauche. Pour elle, le gouvernement ne cherche pas à marchandiser la culture, mais n'a jamais autant fait depuis qu'Emmanuel Macron est président pour sauvegarder notre exception culturelle. Vous êtes d'accord avec la ministre? Vous dites que la culture, elle penche quand même un peu à bâbord, surtout dans le cinéma. Bâbord étant à gauche pour les navires, c'est pour faire plaisir à Elisabeth Lévy et Philippe Bilger, qui vont dire que je les prends pour des crétins, n'est-ce pas, Cécile? Vous êtes témoin. Ou est-ce que vous pensez que la culture doit être apolitique ou qu'elle ne peut être que politique? Dans tous les cas de figure, même le lundi de Pentecôte, il est ouvert. Le 0826 300 300. Et donc la culture est-elle trop politisée en France? Vous dites oui à 78%. Continuez bien entendu de commenter. Êtes-vous prêt à sacrifier une partie de votre pouvoir d'achat pour le climat? C'est notre coup de projecteur des vraies voix à 18h30 pour financer la lutte contre le réchauffement climatique. L'économiste Jean Pisani-Ferry a proposé la mise en place de l'ISF vert, un impôt exceptionnel sur le patrimoine financier des 10% des contribuables les plus riches. Une annonce qui est forcément fait parler, Philippe. Oui, après une fin de non-recevoir de la part du ministre de l'économie, certains experts et notre invité de tout à l'heure, Olivier Babot, estiment que cette annonce finirait par être réservée aux contribuables et que la transition écologique aurait plutôt besoin d'investissements considérables et d'innovation. Alors est-ce que vous êtes prêts à payer plus d'impôts? Parce que les 10% de Français les plus riches, les 1%, ils sont vraiment très riches, mais dans les 10% des Français les plus riches, c'est les gens qui doivent gagner à peu près 4 000 € par mois. Est-ce que vous êtes prêts à voir votre pouvoir d'achat baisser au nom du climat ou de la transition énergétique? Vous dites oui, tout le monde doit mettre la main à la poche parmi les 10% des plus riches, ou tout le monde tout court, du plus pauvre au plus riche, ou personne? Dans tous les cas de figure, on vous attend. 0826 300 300. Et à cette question, êtes-vous prêt à sacrifier une partie du pouvoir d'achat pour le climat? Vous dites oui à 6%. C'est pas vraiment très populaire. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Merci d'être là un jour férié, Philippe Bilger. On est ravis de vous avoir. Elisabeth Lévy est là aussi, directrice de la rédaction de Causeur. Merci Elisabeth. Tout de blanc vêtu. Et j'attends de voir si l'Esprit Saint
plane sur cette assemblée, puisque nous sommes lundi de Pentecôte. Absolument, et l'Esprit Saint. Donc c'est bien le lundi, hein. C'est pas comme un Pâques. Là, ça s'est vraiment passé le lundi. Ça s'est vraiment passé le lundi. Et dans un instant, Tom Conan sera avec nous, auteur de Pollution, publié chez Albin Michel. Bah, il est un petit peu de retard, en retard, liaison dans le tiroir, c'est ce qu'on dit. Voilà, il faudra qu'il nous explique. Et notre vraie voix auditrice aujourd'hui, ou auditeur, c'est Alain qui nous appelle de Lyon. Bonsoir Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir. Merci d'être là, un lundi férié. C'est férié pour vous aujourd'hui aussi? Oui. Ah, très bien. Vous faites quoi dans la vie, Alain? Chef d'entreprise. Ah, très bien. Dans quoi on peut vous demander, ou c'est... On va dire de la communication pour simplifier. C'est un peu plus compliqué, mais on va dire... D'accord, la communication. Vous vendez des sous-marins nucléaires. On trouve ça très bien, vous savez. Vous avez tout à fait le droit, c'est vrai. Alain, vous allez bien sûr commenter l'actualité avec nous, et merci de nous avoir appelés. Et vous allez pouvoir jouer contre l'une de nos 3 voix aujourd'hui. Et écoutez, tout de suite, le 29 mai 2005. Est-ce que vous vous souvenez, 29 mai 2005, cette date, oui, le référendum. Exactement, le référendum. Écoutez. Voici maintenant notre estimation des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important. Le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable. Alors c'est incroyable parce que cette date fatidique, elle continue à nous hanter régulièrement quand on parle de référendum. Bah oui, 18 ans après. On en parle souvent, surtout pour dire qu'on n'en tient pas compte. Voilà. Oui. Non, mais c'est plus fort que ça. Il y a vraiment un divorce à ce moment-là. Et moi, je me rappelle d'ailleurs quand j'ai entendu le résultat, j'étais très contente. J'étais très contente en plus que ce chantage n'ait pas marché. Si vous voulez, et si j'avais su qu'on allait nous la faire à l'envers, je suppose que les gens qui ont fait la fête en 80, d'ailleurs, c'est vrai, moi aussi même. Et c'était un peu la même chose. Ils savaient pas qu'on allait leur faire à l'envers. C'est ça. En tout cas, Lionel Jospin, qui était Premier ministre à l'époque, avait dit non aussi. Mais c'est plus grave que ce que dit Philippe. C'était Laurent Fabius qui avait dit non. Philippe Laurent Fabius. Vous trouvez que j'exagère la gravité de la chose? Vous exagérez jamais. Oh, je le sens, taquin. Allez, et on accueille Tom Conan qui est avec nous. Bonsoir, Merci. Bonsoir. Vous avez surmonté les embarras de Paris. Exactement, j'arrive avec toutes mes excuses, mais j'ai fait au plus vite pour rejoindre cette magnifique émission. Merci Mais mon beaucoup, cher Tom, vous arrivez au meilleur moment. Voilà. Justement, c'est la réquisitoire du procureur. C'est parfait. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et monsieur le procureur veut requérir contre l'Europe et l'état de droit invoqués en permanence comme des lignes rouges. Oui, notamment, certes, je ne veux pas toujours défendre les républicains, mais je trouve un peu lassante l'attaque qui consiste en permanence à dénoncer chez les républicains leur prétendue transgression par rapport à l'état de droit et leur volonté de rendre l'Europe plus efficace. L'état de droit, pour moi, n'a jamais été une vache sacrée. Je conçois qu'il y a un socle qui ne doit pas bouger avec quelques règles fondamentales, mais pour le reste, il me semble qu'un parti politique a le droit de s'adapter à l'évolution d'une société et éventuellement de vouloir un état de droit qui ne bénéficie pas qu'aux transgresseurs et qui ait le grand mérite d'être efficace. Et l'Europe... ça n'est pas finalement un tel saint-sacrement qu'on ne puisse pas, dans l'opposition, parfois discuter son esprit, ses modalités, sa manière d'être. Oui, j'approuve tout à fait ce réquisitoire. Il y a quand même quelque chose d'intéressant dans cette affaire d'Europe. Si vous voulez, c'est que d'abord les modalités d'aménagement existent. Hein, ce fameux article 2, si vous voulez, on a dans les traités européens, on a de quoi faire si on veut avoir des clauses spécifiques, parce que c'est en matière d'immigration, hein, notamment. L'état de droit aujourd'hui, c'est pas qu'il protège les transgresseurs, il protège les individus il protège les individus toujours. Contre les États. Et ce qui est intéressant dans le texte de LR, comme dans celui qui est discuté au Parlement britannique, c'est la volonté de s'affranchir de ce gouvernement des juges, sauf que, Philippe,
et j'attends avec vous de le voir. Le problème, c'est après, il y a une résistance. Le projet de loi anglais se heurte à une très forte résistance, et il y a les belles âmes de tous les côtés, les assos, tout ça, oh là là, c'est très mal, il y a les journaux, la presse de gauche, et donc je me demande, si vous voulez, si quelqu'un aura le courage en France de voter une telle loi en affrontant toutes ces autorités morales supposées. Tom Conan. J'ai pas suivi tout le début malheureusement, mais en revanche, oui, moi ce que je peux dire, c'est que la vraie difficulté aussi en Europe, c'est que maintenant l'Angleterre n'étant plus dans le Royaume-Uni, la France est quand même vraiment dans l'Union européenne. L'Angleterre est toujours dans le Royaume-Uni. C'est pas encore très clair. De l'Europe. Elle est plus dans l'Union européenne, mais la France aujourd'hui, elle est quand même le fer de lance, le porte-parole, le visage, on pourrait dire, de l'Europe, et notamment sur la question des droits. Et donc à un moment donné, elle a un rôle tellement symbolique et éminent en la matière que ça me semble très compliqué, parce qu'en fait, si elle va dans une direction ensuite, c'est-à-dire qu'elle oriente toute la direction. Non mais elle oriente ensuite toute l'Union européenne dans un certain sens. Elle a de ce point de vue une responsabilité très forte. Et sur d'autres sujets, c'est d'autres pays qui éventuellement ont son rôle. Allez, je vais me flinguer là après cette remarque. Tout de suite, Elisabeth, on a besoin de vous. Restez avec nous dans un instant. On va revenir sur le festival de Cannes et puis la prise de parole de Justine Triet au festival, qui est Palme d'Or, et Laurent Wauquiez aussi, qui a fait une longue interview dans le JDD. La culture est-elle trop politisée en France? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous nous dites oui, non, et ben vous dites oui à 77%. Vous attend. Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, merci de votre fidélité en ce jour férié que l'on vous souhaite bon et doux. Enfin, on n'est pas les seuls à travailler, hein. Sachez que vous êtes très nombreux. Philippe Bilger est avec nous, Tom Conan est avec nous, Elisabeth Lévy aussi, et vos appels au 0826 300 300. Dans un instant, on reviendra sur le festival de Cannes, sur l'interview de Laurent Wauquiez dans le JDD. La culture est-elle trop politisée en France? Vous dites un grand oui à 77%. On a envie de vous entendre sur ce sujet. En attendant, 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Vos 3 mots dans l'actu sont plastique, victoire et sorcière. Plus de plastique que de poissons dans les océans en 2050. Des négociateurs du monde entier se réunissent à Paris jusqu'à vendredi pour tenter d'enrayer le scénario catastrophe. La victoire en Turquie de l'indéboulonnable président Erdogan, réélu à plus de 52% hier. Victoire célébrée toute la nuit par ses partisans pendant que d'autres se désolent. Et puis aux États-Unis, 12 sorcières amnistiées 400 ans après leur condamnation puis leur pendaison dans l'Amérique coloniale. Leurs descendants n'ont pas lâché l'affaire. Les vraies voix Sud Radio. Imaginez chaque minute un camion poubelle qui déverserait une benne de plastique dans les océans. C'est l'équivalent de ce que l'humanité rejette actuellement dans la nature. 350 millions de tonnes de déchets plastiques par an. Ça pourrait tripler d'ici 2060 si on ne change rien. Alors justement, pour tenter de changer la donne, les négociateurs de 175 États se réunissent dès aujourd'hui et pour 5 jours au siège de l'UNESCO à Paris. Objectif, parvenir à un traité juridiquement contraignant. Autour de la table, des ONG mais aussi des industriels du plastique. En tout cas, Emmanuel Macron, en ouverture, insiste sur l'urgence en la matière. Il nous faut définitivement mettre fin à un modèle globalisé et insoutenable qui consiste à produire le plastique en Chine ou dans les pays de l'OCDE pour ensuite l'exporter sous forme de déchets vers les pays en développement qui sont pourtant moins bien équipés en système de traitement de déchets. Aujourd'hui, nous extrayons du pétrole pour produire du plastique que nous brûlons ou que nous enterrons quelques mois après. C'est un non-sens économique et écologique. Alors aujourd'hui, il n'existe plus un seul lieu sur la planète qui soit exempt de pollution plastique. Et cette pollution s'accélère. La pollution plastique, c'est donc une bombe à retardement en même temps qu'un fléau qui est déjà présent. C'est notre devoir d'y mettre fin le plus vite possible. Dès ce week-end, la France avait organisé un sommet avec des ministres et des représentants d'une 60aine de pays pour donner de l'élan aux négociations qui s'ouvraient aujourd'hui. Et comme pour illustrer l'ampleur du phénomène, une expédition dirigée par un alpiniste français vient de descendre 1,6 tonne de déchets plastiques de l'Himalaya, des déchets abandonnés par les différents alpinistes depuis 1920. Mais même dans l'air, une ONG australienne estime que dans une ville comme Paris, par exemple, on a entre 40 et 420 kilos de particules plastiques qui gravitent chaque jour dans le ciel. Philippe Bilger, vous avez, comme nous tous, sauf peut-être Tom Conan et Félix, ici connu l'époque des bouteilles en verre avec consigne. Ce serait pas une bonne chose de revenir à ça pour éviter les déchets plastiques ?
Sûrement, mais Philippe, sur ce plan-là, je suis effaré, compte tenu de ma méconnaissance scientifique et dans le domaine de l'écologie, par les dégâts, je n'imagine pas la quantité de plastique. Certes, je ne m'intéresse pas à chaque seconde à l'écologie et au plastique, sinon plastique Bertrand, qui date de mais ça place pour vous. Non, mais, en tout cas, franchement, je ne prends plus ça avec dérision. Non, moi, ce qui me frappe, c'est dans les océans, d'autant plus. J'aimerais qu'on m'explique en fait concrètement, parce que j'ai dû, par exemple, dans le monde de la mer, en tous les cas, de la plaisance, en quelque sorte, les gens sont assez soucieux, me semble-t-il. Je ne vois pas des gens, c'est en Asie notamment où tous les gens rejettent les plastiques dans les rivières et qui font des montagnes de plastique dans la mer. Voilà, merci. Et ben voilà. Avec vous, on apprend sans s'amuser pour le coup. Oui. Et ce qui est fou, c'est la tendance. Hein, je l'ai malheureusement vu. C'est la tendance qui est dingue, parce qu'il y a un article de Libé qui explique qu'en fait plus de la moitié de toutes les matières plastiques ont été fabriquées depuis 2005. Donc c'est vraiment quelque chose quand même de relativement récent, lié notamment au jetable, au développement du jetable, et surtout la production a plus que doublé entre 2000 et 2019. C'est vraiment cette tendance qui est inquiétante. Deuxième mot, victoire, Félix, celle du président turc. Recep Tayyip Erdogan, réélu hier, l'islamo-conservateur de 69 ans, dont 20 au pouvoir, acclamé une bonne partie de la nuit par ses supporters. C'est la Turquie qui a gagné, a-t-il lancé devant une foule réunie face à deux portraits géants, l'un de lui-même, l'autre d'Atatürk, le très laïque mais incontournable père fondateur de la République turque. La réélection d'Erdogan à plus de 52% déjoue beaucoup de pronostics de ces derniers mois sur fond de crise économique, de controverses aussi quant à la gestion du séisme. Le soulagement, par exemple, de cette vendeuse de 60 ans à Ankara. Je m'attendais à ce qu'Erdogan gagne. Au moins, on le connaît. On en a fait l'expérience. Je sais que certains espéraient un autre résultat, mais c'est la décision du peuple. Il faut la respecter. Soulagement des uns pendant que d'autres, notamment chez les jeunes citadins, se désespèrent à l'image de Kerem. Je n'ai plus d'espoir pour la Turquie. Je veux aller à l'étranger dès que possible. Je suis étudiant en ingénierie et je serais mieux ailleurs, explique cet étudiant à Viken Kantarsi de l'agence France Presse. Hier soir, Erdogan n'a pas manqué de faire huer son adversaire battu, un représentant de l'opposition qui était arrivé en tête dans la capitale comme dans beaucoup de grandes villes du pays. Elisabeth Lévy voulait réagir. Donc juste un mot sur une image qui m'a beaucoup intéressé, c'est je ne l'avais pas vu en fait, qu'il ait salué son élection sous le portrait d'Atatürk, d'ailleurs ça a été rappelé qu'Atatürk était laïque, et justement parce que la force d'Erdogan, c'est d'avoir réconcilié, c'est l'islamo-nationalisme, c'est d'avoir, si vous voulez, réinsufflé dans le nationalisme turc quelque chose d'islamique. Et la synthèse, c'est ça, c'est parce que sinon on comprend pas pourquoi un parti islamiste réclame d'Atatürk. Et je pense que c'est ça qui fait que ça marche, notamment dans les campagnes. C'est plutôt Atta que Atatürk, parce que là on voit la manière. Il y a un enseignement de plus, chers amis, c'est que une nouvelle fois, la France se trompe régulièrement sur ses pronostics en ce qui concerne les élections à l'étranger. On n'était pas loin à un moment donné de penser qu'il allait être battu. Il allait basculer. Non, mais bon, en tout cas, c'est quand même un type de gouvernement, et même si c'est pas du tout une comparaison, mais qui peut rappeler à certains égards Poutine quand même, qui est quand même en place depuis une vingtaine d'années également. Et on se demande quand même. Moi hier, j'étais à Lyon, il y avait des manifestations, des petites manifestations suite à cette réélection. C'est quand même pas forcément très encourageant quand même pour la situation du monde. C'était vous à l'initiative. Exactement, voilà, c'est moi qui étais au lead de cette manifestation. Ouais. Allez, on poursuit avec le troisième mot, avec Félix Mathieu, qui est sorcière. 12 d'entre elles viennent d'être amnistiées à titre posthume aux États-Unis. Amnistiées. C'est Caplery. Bon, ça c'est celle des visiteurs, mais plus sérieusement, elles ont été amnistiées, ces sorcières, 400 ans après leur condamnation. 11 d'entre elles avaient été pendues après des procès pour sorcellerie au début du XVIIe siècle. L'une d'elles avait été épargnée. Les élus de l'État du Connecticut viennent donc d'adopter une résolution pour proclamer leur innocence. Ils dénoncent les peines prononcées contre ces 9 femmes et 2 hommes, reconnaissant officiellement que ces jugements à l'époque avaient été marqués par la paranoïa, les superstitions, qu'ils avaient constitué une erreur
judiciaire. Une association de descendants de sorcières exécutées avait activement mené campagne pour cette réhabilitation posthume. Des centaines de personnes, en majorité des femmes, avaient été accusées de sorcellerie à l'époque dans la Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle. Elisabeth Lévy veut réagir. Non, mais peut-être le procureur. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est un des nouveaux bobards du néo-féminisme, c'est qu'il y a eu un génocide de sorcières, notamment sous la Renaissance, comme chacun sait. C'est bien le fait marquant de la Renaissance, c'est que on a brûlé des centaines, des milliers, je ne sais que, de sorcières. Et ça, c'est vraiment le nouveau bobard du récit néo-féministe, si vous voulez. C'est vraiment extraordinaire et les États se couchent, refont des procès, enfin bon. Je suis pas sûr que ça soit un bobard, mais en tout cas, il y a Mona Chollet. Le génocide, c'est un bobard. Oui, le terme est excessif, je suis d'accord avec toi. Mais après, le principe est quand même assez intéressant. Quand même, ça dit quelque chose quand même de ce qu'était la société jusqu'à aujourd'hui. Et Mona Chollet, vous savez, cette auteure féministe engagée, justement, a écrit justement un livre là-dessus. Justement, elle revenait sur l'historique de la sorcière et de ce que ça signifiait. Parce qu'en fait, encore aujourd'hui, ça peut pas prêter effectivement à sourire, enfin entre guillemets. Non, mais je veux dire tellement effectivement, ça paraît daté dans ce sens-là. Mais en réalité, cette accusation est encore plus ou moins présente dans les sociétés. Une sorcière, moi je sais que j'ai écrit même un bouquin, mon deuxième bouquin chez Albert qui s'appelait Pollution. À un moment donné, il y a une fille qui justement est un petit peu traitée de sorcière parce qu'elle amène une espèce de maladie dans un village. Il y a toujours quand même cette espèce comme ça de rôle malfaisant qu'on peut attribuer plus particulièrement à la femme. Donc symboliquement, ça veut toujours dire quelque chose. Merci beaucoup. Ça n'a rien à voir, Cécile, avec les sorcières d'Eastwick. Non. Il y a eu un grand film là-dessus. Absolument. Je me demande si c'est pas... Et on va vérifier, vous savez quoi. De toute façon, c'est le même type d'histoire. Oui. Todd avance aussi beaucoup d'autres explications qui n'ont rien à voir avec cette espèce de grand récit. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Notre premier débat, la culture est-elle trop politisée en France? Bien entendu, ça résonne depuis le Festival de Cannes et dans cette interview de Laurent Wauquiez dans le JDD. Vous voulez réagir? 0826 300 300, on en parle dans quelques instants. Vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec nous, et avec vous surtout, Philippe Bilger est avec nous, Elisabeth Lévy, Tom Conan et vos appels au 0826 300 300. On est ravis d'être avec vous jusqu'à 19h avec ce premier débat, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Dans le discours de Justine Triet, il y a clairement un fond idéologique d'extrême gauche. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Une espèce de rébellion de salon. Une grande palme d'or de la démagogie. J'ai trouvé ça très bien que des artistes, y compris, s'engagent et disent ces 4 vérités au gouvernement. Se battre pour la culture, c'est se battre pour un modèle de société. Nous, c'est vrai, nous assumons l'orientation très claire de notre politique culturelle en direction des festivals. Quand on touche à la culture en l'idéologisant, en la censurant, on touche à quelque chose de très profond dans une société. Et donc après le discours très engagé de Justine Triet au Festival de Cannes samedi contre la politique du gouvernement et la marchandisation de la culture, c'est le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui a dénoncé dimanche dans le JDD les indignations à géométrie variable et l'idéologie, je cite, wokiste, qui met la pression aux artistes, une politique qui semble avoir une nouvelle fois pris place dans la culture. Philippe. Oui, mais est-ce le rôle de l'artiste de prendre parti politiquement? Écoutez ce que Justine Triet a dit à ce sujet. Je peux pas ne pas venir ici en recevant un prix sans être aussi le témoin, le reflet de ce qui se passe profondément dans la société. Et on vit quelque chose d'exceptionnel. Cette année, elle est vraiment exceptionnelle. La révolte, en fait, qui s'est passée dans les rues a été vraiment quelque chose qui m'a... Même si j'étais dans le travail et pas dans l'action, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Je ne peux pas être, séparée de ça. Et il me semblait, en tout cas, qu'en recevant ce prix, je ne pouvais pas ne pas témoigner de ça. C'est le moindre chose que je puisse faire. C'est tout petit, c'est minuscule et c'est très important. Ingrat et injuste, un fonds idéologique d'extrême gauche, la ministre de la Culture se défend et affirme que le modèle français de financement du cinéma permet, je cite, une diversité unique au monde. Alors, est-ce que la culture est politisée? Est-ce qu'elle est trop politisée ou est-ce que pas assez? Est-ce que pour vous, le cinéma a quasi tout le temps été de gauche? Est-ce que, après tout, c'est leur précaré, ils le gardent? Ou est-ce que ça devrait changer, qu'il y ait plus de diversité? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et on a des messages sur notre compte Twitter où vous dites oui à 78%, elle est trop politisée. Et DCA ADC nous dit oui quand elle s'exprime uniquement à travers la gauche. Pour en parler, Christophe Carrière est avec nous, grand reporter
Cinéma à Paris Match. Bonsoir Christophe Carrière. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. D'abord Philippe Bilger, à cette question qui est large, la culture est-elle trop politisée en France? Est-ce que vous estimez ces prises de position qu'elles ont quelque chose à faire dans le Festival de Cannes ou pas? Moi, déjà, je trouvais les interventions politiques au César insupportables, mais à la rigueur, elles ne créaient pas de dégâts irréversibles. Là, on est au Festival de Cannes, c'est un festival international, et je pense qu'un certain nombre de pays se moquaient, comme de leur première chemise, du fait que Justine Triet éprouvait le besoin de témoigner sur une crise des retraites qui est apparemment terminée, enfin sur un certain plan. Mais pour le reste, et je trouve son propos détestable dans la seconde partie, alors qu'elle a touché des subventions et l'audiovisuel public de Laurent Wauquiez et bien sûr Vincent Bolloré. Mais sur le plan de la politisation, j'aurais tendance à dire que depuis longtemps, je trouve que la gauche s'est appropriée la culture et qu'au fond il y a une politisation parce que tout simplement elle a fait une appropriation abusive d'une culture qui devrait demeurer indivise. Et malheureusement il faut que je reconnaisse que la gauche a toujours parvenu à faire croire qu'elle était plus passionnée par la culture que la droite, qui la prend parfois trop à la légère quand malheureusement elle ne l'ignore pas en certaines circonstances. Elisabeth Lévy. Moi je dirais que le problème c'est pas que la culture soit de droite ou de gauche, c'est qu'elle soit médiocre très souvent, qu'elle ait remplacé l'art, si vous voulez, et qu'elle soit édifiante, c'est-à-dire d'une certaine façon, il pouvait y avoir des grandes œuvres de gauche quand la gauche se battait le dos au mur contre les puissants de ce monde. Aujourd'hui, comme l'a très bien remarqué Philippe, la gauche jouit d'une espèce de bénéfice d'hégémonie culturelle. C'est elle qui donne le là, c'est elle qui distribue les élégances, si vous voulez. Et donc, il y a quelque chose de ridicule dans cette posture résistante. C'est-à-dire qu'il y a surtout insignifiance, propos complètement stupides. Si encore, à la limite, ce serait marrant que quelqu'un arrive au César et défendre l'idée du grand remplacement. Ça, au moins, on rigolerait. On aurait un peu de surprise. Mais moi, je peux vous les écrire, des discours des 15 prochains César, Cannes, machin. On aura droit à une espèce d'envolée. Oh là là, qu'est-ce que c'est courageux de dire des choses contre la réforme des retraites. Vraiment, alors là, ça, et puis comme l'a dit Philippe, très bien, c'est vraiment notre provincialisme. Et je sais pas, peut-être on reviendra après sur le financement de la culture. Oui, c'est ça, justement, c'est pour ça que Christophe Carrière est avec nous, pour nous expliquer le financement. Tom Conan. Oui, moi je pense non, mais la culture elle est forcément politique. Vous n'avez pas un roman, un film, alors une musique peut-être s'il n'y a pas de paroles éventuellement, ça pourrait être non politique, mais dès que vous mettez des paroles, c'est politique dans le sens où c'est engagé. Après politique, on emploie un peu à toutes les sauces. Non mais le fait de défendre une vision de l'homme, de la femme, non mais oui, c'est politique d'une certaine façon. Ça défend une sorte de convivialisme, le tourner les serviettes, pourquoi pas. Dans certaines soirées, ça peut se pratiquer. Mais donc fondamentalement, en réalité. Défendre une vision de l'homme, de la femme, de la société, de ce que vous voulez, c'est forcément politique dans un sens fort ou dans un sens large, on pourrait dire. Après, quand c'est évidemment politicien, quand c'est vraiment engagé, quand il y a de la moraline, évidemment, là, ça peut donner des œuvres qui sont insupportables. D'ailleurs, même je me rappelle de Julien Clerc qui un jour, je crois, disait ça. Il disait qu'il fallait pas recouvrir, on pourrait dire, l'art justement de politique, de moraline. Il faut d'abord qu'il y ait de l'art. Je suis bien d'accord. Si on met l'art après, dans un second temps, ça devient de la propagande. Et d'ailleurs, l'art de propagande, ça existe, mais c'est un genre qui est évidemment insupportable. Donc, à partir du moment où ça reste une œuvre de l'esprit intéressante et après qu'il y a des idées politiques à l'intérieur, ça ne me dérange pas. Et ensuite, je voudrais quand même dire que le roman, la littérature, on pourrait dire, ou les films ont quand même ceci d'intéressant que contrairement par exemple à l'essai, ce n'est pas manichéen. Généralement, en tout cas que si c'est bien fait, si le réalisateur... Pourquoi c'est pas manichéen? Parce que justement, il y a des personnages et une œuvre de fiction à l'écran ou sur papier défend non pas une idée, mais des parcours de vie qui généralement sont multiples. Non, et généralement, il n'y a pas une vision qui est unique.
polémique, elle est toujours plurielle. Elle est toujours plurielle. Honnêtement, elle est plurielle. Dans le grand roman, Tom. Je parle des bons films et des bons romans, bien entendu. Dans le cinéma français, excusez-moi, il y a beaucoup de caricatures. Ça n'empêche pas qu'il puisse y en avoir. Ça n'empêche absolument pas. On va revenir avec Christophe Carrière sur ce mot, marchandisation de la culture. Aujourd'hui, la culture, forcément, ne peut vivre que par les subventions et les aides de grands groupes privés. Comme, mais les aides, c'est des investissements. Écoutez, quand des gens investissent dans la production... Non, mais on ne dit pas le contraire. On explique comment ça fonctionne, Christophe Carrière. C'est le mot aide. Oui, mais c'est plutôt tant mieux. Moi, j'ai une question à poser à Elisabeth Lévy. C'est quoi les derniers films que vous avez vus qui sont caricaturaux dans le cinéma français ? Alors, attendez, je retiens même pas les titres parce qu'honnêtement, c'est pas des films que je vois au cinéma. Ça, c'est facile comme réponse. Dites-moi exactement je vais réfléchir, mais d'abord, vous avez un ton assez désagréable. Par exemple, prenons un exemple. Là, je mets un exemple sur la table. Attendez. Christophe. Je mets juste un exemple sur la table comme film. Par exemple, Les Misérables, qui était un film qui était assez polémique, qui, je pense, peut être un exemple que peut-être tout le monde a vu. Oui, mais qui est un très bon film. Le film Les Misérables, pas le film avec Depardieu. Non, mais justement. Ok, vous remontez là à 2018 avec Les Misérables. Moi, je vais vous dire les films là de cette année. Je vais vous donner dans l'ordre du box-office. Vous avez Astérix et Obélix, vous avez Alibi.com 2, vous avez Les Trois Mousquetaires, Simone avec Elsa Zilberstein, novembre. Alors, tirailleurs, effectivement, on peut dire qu'il y a peut-être, c'est assez politique, d'Utopie président, Mon crime de François Ozon, Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, qui est un film d'auteur pas politique, Sur les chemins noirs, avec Jean Dujardin. On peut pas dire que c'est un film politique, mais c'est un film d'auteur. Vous avez Les Petites Victoires, vous avez, vous en avez 13 à la douzaine comme ça. Vous avez L'Innocent de Louis Garrel. On peut pas dire que c'est un film politique, c'est un film d'auteur qui a cartonné et qui a eu des subventions, heureusement. Donc voilà, donc faut arrêter de caricaturer le cinéma français parce qu'il y a effectivement quelques films d'auteur, effectivement de gauche, on peut le dire, oui, clairement de gauche. Alors ça décale un tout petit peu le sujet, Christophe Carrière, parce que nous, bien sûr. Non mais nous, ce qui nous intéressait, c'est les prises de position dans les grands festivals. Vous vouliez réagir, Philippe Bilger, c'est intéressant ce que dit Christophe Carrière, mais là où je souhaiterais des précisions de sa part. Vous avez cité, Christophe, certains films en les qualifiant de films d'auteur et c'est vrai, mais la nuance avec le film politique, pour certains d'entre eux, est relativement infinitésimale. Quelle est votre définition du film politique ? Le film politique, c'est à partir du moment où il y a une idéologie qui va être véhiculée dans le film. Alors effectivement, il y a des films, alors je m'en cache pas, d'ailleurs je l'ai écrit, il y a des films qui me mettent effectivement les nerfs. Quand on voit un film comme Rodéo, là effectivement il y a de quoi s'énerver. Parce qu'effectivement ça fait l'apologie des rodéos urbains, et là effectivement ça m'énerve. Mais c'est ce cas-là qui est infinitésimal. C'est-à-dire que évidemment s'il y avait 13 films comme ça tous les ans, effectivement, on le remarquerait. Excusez-moi, c'est peut-être des téléfilms, mais il me semble qu'il y a beaucoup de productions françaises qui présentent, si vous voulez, toujours la même histoire des migrants pour nous arracher des larmes. Mais non, ça c'est un cliché, c'est un cliché. Est-ce que je peux ajouter un point, justement ? Moi, je trouve effectivement, il y a pas mal de clichés. Et par exemple, même si on prend les films polémiques, je prends l'exemple des Misérables, parce que c'est à la fois un très bon film et un film qui a fait beaucoup de polémiques. C'est pour ça que je trouve que c'est un très bon exemple. Moi, je l'ai vu, honnêtement, je ne l'avais pas vu il y a quelques années, j'étais passé à travers, je l'ai regardé. C'est absolument pas manichéen, justement. Et à la fin du film, je me suis dit, mais attends, est-ce que ce film défend vraiment bec et ongle les intérêts de ceux qui sont victimes de la police, ou est-ce qu'il défend la police ? En fait, il ne défend pas vraiment un camp particulièrement. Prenez même Bac Nord, par exemple. Pareil, Bac Nord, certains considèrent que c'est plutôt quelque chose qui fait de l'apologie de la police. C'est pas vrai non plus, quand vous regardez précisément. Et d'autres pensent que c'est à charge. En réalité, il y a des gens, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de simplification sur ces œuvres de l'esprit. Et pareil pour les romans. Donc, à un moment donné, effectivement, je pense que si les films sont bien faits et proposent différentes options, on pourrait dire de parcours, encore une fois, à travers des personnages, c'est tant mieux. Après que les gens aient leurs pattes et leurs opinions, c'est très bien aussi. Allez-y, Philippe. Non. On revient sur Christophe Carrière. Christophe, expliquez-nous, pour ceux qui ne connaissent pas, le financement aujourd'hui du cinéma. Écoutez, c'est simple. Alors d'abord, vous trouvez un producteur qui va vous suivre, qui va payer le développement du scénario. Là, c'est assez frais.
Ensuite, avec ce scénario, ils vont aller évidemment à l'avance sur recette, au CNC, pour avoir une aide. Et puis après, ils vont le présenter à une région, pour avoir une aide d'une région, que ce soit l'Île-de-France, que ce soit Auvergne, que ce soit, voilà. Et puis, ils vont surtout chercher un distributeur, très important. Si vous n'avez pas le distributeur, c'est pas possible. Et une télé, pour le diffuser. Et évidemment, alors, vous avez d'abord Canal ou Orange, mais généralement c'est Canal qui va entrer dans la danse. Et une hertzienne, c'est-à-dire M6, TF1, France Télé, puisqu'ils ont, chacune de ces chaînes ont des obligations de reverser évidemment une partie de leurs bénéfices dans le cinéma. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Une fois qu'ils ont fait le tour de table, alors après, il y a, donc je vais pas rentrer dans le détail parce que oui, non, mais on a compris. C'est pour rebondir sur le mot marchandisation de la culture. On est forcément un peu obligé. Bah oui, alors c'est là où je ne suis pas d'accord avec ce que dit Justine Triet et pas mal d'auteurs d'ailleurs. C'est quand ils sont offusqués quand on pense rentabilité. Si, il faut forcément penser rentabilité. Il y a un moment donné, personne ne travaille pour perdre de l'argent. Alors il y a la culture, mais comme a dit Malraux, très justement, c'est un art, mais c'est aussi une industrie, le cinéma. Bah oui. Donc ça génère quand même, c'est quand même 0,8% du PIB français, c'est 330 000 emplois par an. Donc oui, effectivement, il faut que ça génère de l'argent. Mais Christophe Carrière, est-ce qu'il n'y a pas quand même une notion de copinage? Parce que je vois BHL, tous ces films sont débiles, le dernier a fait 1024 entrées alors qu'il a fait tous les médias, et il a toujours les aides. On peut poser des questions, non? Alors, il y a belle lurette que je ne me prononce plus maintenant sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est nul, est-ce que voilà. Parce que, comme disait Jean-Louis Trintignant, celui qui aime, c'est celui qui a raison. Enfin, c'est celui qui paye qui a raison. Vous n'aimez pas les films de BHL, ok, bon, à mon avis. C'est pas moi, c'est le public, hein. Il y en a peut-être. Oui, mais enfin, sinon, vous en trouverez toujours 500, alors c'est pas beaucoup, mais qui aimeront. Oui, donc, voilà. 1024 sur 68 millions, c'est pas vrai. Philippe. Et on les embrasse, les 500. Elisabeth Lévy, allez-y. Moi, je suis frappé qu'on fasse pas la différence, parce que d'un côté, il y a des boîtes privées, Bolloré, Canal, Orange, je sais pas, TF1, qui mettent de l'argent dans des films. Il me semble que ça, c'est un investissement. On peut pas parler d'aide, si vous voulez. Oui, mais ils ne récupèrent pas toujours cet argent, parce que parfois, ils sont des faux. Comment ça marche? C'est à la fois un investissement et une obligation. Alors, parce qu'ils sont obligés de reverser une part, ça c'est la loi, ils sont obligés de reverser une partie des bénéfices. Alors, je ne sais plus à combien de pourcentage ça s'élève pour Canal ni pour France Télé, mais en tout cas, chaque année, ils sont obligés. Donc après, libre à eux, c'est à leur libre choix de savoir combien ils vont mettre dans tel film et sur quel film surtout. Oui, mais alors, moi, ma question est simple. Est-ce qu'il n'est pas malsain, d'une certaine façon, que des films soient complètement financés indépendamment de leur succès public? Oui. Alors, aucun film n'est entièrement financé par des aides. Ça, c'est pas vrai. Alors, il faut arrêter avec ça, c'est faux. Alors, va y avoir même par des producteurs. Laissez-le finir. Non, mais après, vous savez qu'il y a des producteurs, et je sais, j'ai un exemple tout frais, là. Vous voyez, les producteurs à l'ancienne, il faut entendre que les producteurs à l'ancienne, ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, il y a une quarantaine d'années, les Claude Berry, Jean-Pierre Rassam, d'ailleurs il y a un très bon documentaire sur eux qui est diffusé en ce moment, tous ces gens-là, je veux dire, ils sortaient leur chéquier. Maintenant, ça fonctionne par mandat. Donc effectivement, on peut considérer que, alors ils prennent pas de risques ou quoi. Si, les producteurs continuent de prendre des risques, alors à leur échelle, chacun à leur échelle. Mais là, par exemple, je peux vous dire que j'ai coécrit un scénario là qui est en tournage depuis une semaine, un film avec Pierre Richard. Le producteur, Isaac Chari, pour ne pas le nommer, a mis 400 000 € de sa poche. Sa poche. Ah oui. Donc vous imaginez, il les met sur la table. Ça ne se fait plus, ce genre de choses. Oui, ça ne se fait pour plus. Que le film existe, il y a eu une aide ici, une aide là, de la région, tout ça, mais il manquait au bout. Le producteur met au bout. Donc il faut arrêter de croire que tout le cinéma français est financé par les aides. C'est un cliché et il faut vraiment... Il faut qu'on fasse réagir. Christophe, 0826 300 300, Alain qui veut réagir. Alain, bonsoir, rebonsoir. Bonsoir. Moi je pense par rapport pour revenir à l'histoire du Festival de Cannes, il y a le fond et la forme. La personne sur le fond, elle est une citoyenne comme tout le monde, elle peut s'exprimer, elle peut avoir ses idées. Par contre, c'est la forme. Est-ce vraiment le meilleur endroit de le faire? Elle aurait peut-être pu mettre un peu plus de bémol. Elle pouvait mettre un peu d'eau dans son vin. Elle pouvait exprimer des idées aussi dures soient-elles. Mais en tenant compte quand même qu'elle veut...
elle-même, elle a eu une démarche capitalistique pour son film. Elle a bien fallu qu'elle trouve des fonds, comme vous venez d'en parler pendant 10 minutes. Et à ce moment-là, elle est quand même tenue à une certaine réserve, une certaine façon de présenter le problème. C'est surtout dans sa manière de s'exprimer où elle a montré un discours qui s'apparentait plus à une diatribe politique qu'à une opinion personnelle. Et c'est là où je lui donne tort. Par contre, elle a le droit de complètement avoir une opinion sur le fond. Elle peut dire ce qu'elle veut. Et si elle pense que c'est un endroit pour exprimer une idée qui dénonce une opposition à quoi que ce soit en France, elle a le droit de le faire. Par contre, c'est la forme. Elle aurait pu être plus modérée, plus pondérée dans ses propos. Merci beaucoup Alain. Merci beaucoup Christophe Carrière. Malheureusement, ça va vite, mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Très vite. 12 minutes, quand on est plusieurs à parler, ça va vite. Merci mille fois Christophe Carrière d'avoir été avec nous. Grand reporter cinéma à Paris Match. Merci en tout cas de nous avoir appelés et d'avoir voté. Vous êtes plus de 78% à trouver que oui, c'est trop politisé. Vous restez avec nous dans un instant. On va jouer au Qui c'est qui l'a dit. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Restez, merci d'être avec nous. Les vraies voix avec Philippe Bilger, avec Elisabeth Lévy, avec Tom Conan et avec Alain, notre ami Alain, parce que tout de suite, c'est le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et Alain, vous revenez donc en deuxième semaine. Voilà. J'ai gagné haut la main la première, c'est parfait. Absolument, vous êtes validé, donc vous allez pouvoir valider votre concurrent ce soir, donc ou Tom Conan, ou Elisabeth Lévy, ou Philippe Bilger. Bon, je vais mettre en difficulté quelqu'un parce que je vais être complètement lamentable sur cette partie. Ah, d'accord. Je vais choisir Elisabeth Lévy. Elisabeth Lévy. Et depuis que j'ai compris la règle de ce jeu, je ne considère plus que c'est un compliment de vouloir jouer contre moi. Oui, mais les choses évoluent très très vite. Allez, qui c'est qui l'a dit? C'est la première question sur le discours de Justine Triet. Être de droite et aimer la culture, c'est possible. Okay. Non. Lisnard. C'est la même famille. Non, même famille politique. Ciotti. Non. C'est une autre région. Nadine Morano. Non, c'est une autre région. Le maire de Cannes. Non. Présidente de région. C'est une patronne de région. Ah oui, Pécresse. Bonne réponse de Tom Conan. Il a été le plus rapide. 2 points. Second, qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? 6 mois que toute la France conteste, 6 mois que nous subissons la volonté d'un seul. Merci madame de garder la nuque raide. Non. La nuque raide. Vas-y, Rousseau. Non. La phrase. C'est 6 mois que toute la France conteste, 6 mois que nous subissons la volonté d'un seul. Rousseau. Merci madame de garder la nuque raide. C'est un chef de parti. C'est un chef de parti. Chef de parti. Bayou. Tondelier. Non. Fort. Oui, bonne réponse d'Elisabeth Lévy. C'est Olivier Faure. C'était qui dans la phrase? Comment? Dans la phrase, la dame à qui il dit c'était Justine Triet. De garder la nuque raide, vous savez, la tête haute. 2-2. Qui c'est qui l'a dit sur le Festival de Cannes? Merci à Justine Triet pour son courage et de plus son talent. Cannes revient à sa tradition, c'est la gauche résistance qui a créé ce festival. De Philippe Bilger. Absolument, c'est Jean-Luc Mélenchon. Qui c'est qui l'a dit? Le ministère de la Culture est devenu un guichet, une machine à faire tourner les subventions. Bonne réponse de Philippe Bilger. 6-2. Quand D'Artigol n'est pas là, je fonce. Je n'ai pas de message de D'Artigol. Question, qui c'est qui l'a dit sur le discours de la Palme d'Or à Cannes? Anatomie de l'ingratitude d'une profession qui nous aide tant et d'un art que nous aimons tant. Lisnard. Non. Il a été président du festival. Gilles Jacob. Lescure. Non. Lescure. Roland Lescure. Non, c'est pas Roland. Ah oui, c'est Roland Lescure. La bonne réponse. J'ai dit Lescure. Vous avez dit Lescure, mais je pensais que vous faisiez. T'as gagné 2 points grâce à sa maîtrise. J'ai été malin. Qui c'est Ministre Roland Lescure, le ministre délégué chargé de l'industrie, bien entendu. Qui c'est qui l'a dit? Laurent Wauquiez, pourquoi vous avez décidé de faire de la culture votre ennemi? Mélenchon. Non.
C'est une femme. Rousseau. Non. Elle est ministre. Elle est ministre. Ah bon? La culture. Bonne réponse. La ministre de la Culture. Exactement. Elisabeth Lévy a dit le plus vite. Rima Elle l'a dit plus Abdul-Malak. vite que vous. 8-4. C'était Rima Abdul-Malak, la ministre de la Culture. Qui c'est qui l'a dit? La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend. Bonne réponse. Il a été plus rapide. Voilà. Vous êtes ensemble. Il deviendrait un peu honnête. Tiens, qui c'est qui l'a dit un peu politique? Ce gouvernement finira par être renversé. Mélenchon. Non. Ruffin. Non. Pensez à motion de censure. Motion de censure. Motion de censure. C'est Bardella. Non. C'est Lyon, là. Bonne réponse, Courson. Charles de Courson. Courson, il a dit ça. 10-6. Et attention, ça va aller très vite. Qui c'est qui l'a dit? Le RN est l'héritier de Pétain. Bonne réponse d'Elisabeth Lévy. Elisabeth Lévy. 10-8. Ouais. Franchement, seul contre 3, et quel 3 Lui, en plus, qui a de la chance, comme c'est pas permis. C'est Elisabeth qui a gagné. Non, elle perd 18, mais de justesse. T'es deux fois sur l'escure. C'est vrai. Bravo, Mais bravo à Elisabeth qui a quand même bien pris la route. Effectivement. Excusez-moi, j'ai pas été à la hauteur. Non, Vous avez gagné. Alain, vous avez gagné, c'était très bien, vous inquiétez pas. C'est pas facile quand on est à l'extérieur. Vous restez avec nous, on fait un petit point dans un instant. C'est le coup de cœur de Philippe David sur les premiers vainqueurs de l'Everest il y a 70 ans. C'était vrai de le mentionner. Le top click avec Félix Mathieu, et on va revenir sur l'actu des vrais voix dans un instant. À tout de suite, on fait une petite pause. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et ce soir jusqu'à 19h, Philippe Bilger, Tom Conan et Elisabeth Lévy et vous, 0826 300 300. Merci en tout cas de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux. Notre chaîne YouTube, 800 000 et on est très contents. Merci de votre fidélité, mais continuez à vous abonner et continuez à en parler autour de vous. Allez tout de suite, le coup de cœur de Philippe David. Absolument, Cécile. C'était il y a 70 ans. 2 hommes atteignaient le sommet du mont Everest, un néo-zélandais, Edmund Hillary, et le Sherpa népalais Tenzing Norgay. Un exploit réussi avec les moyens de l'époque, beaucoup plus lourds et rustiques qu'aujourd'hui. 3 ans seulement après la conquête du premier 8000, l'Annapurna, par les Français Maurice Herzog et Louis Lachenal. 70 ans plus tard, reste l'image de 2 héros, le premier étant anobli par la reine d'Angleterre pour devenir Sir Edmund Hillary, tandis que certains en Inde ou au Népal pensaient que Tenzing était un descendant de Bouddha ou de Shiva. Une gloire interstellaire puisqu'ils ont tous les deux donné leur nom à 2 chaînes de montagnes situées sur Pluton. Un exploit que Hillary résuma par ces mots. Au sommet, le monde entier semblait étendu autour de nous comme une carte en relief géante. Je suis un homme chanceux, j'avais un rêve et l'ai réalisé. Ça n'arrive pas à tout le monde. 70 ans plus tard, les 14 montagnes qui dépassent les 8000 mètres ont été vaincues, mais 5 sommets himalayens n'ont toujours ni trace de pas humains, ni drapeau à leur sommet, ce qui en dit long sur l'exploit réalisé il y a 70 ans. Alors 70 ans plus tard, bravo à ces 2 héros de la montagne. Vous avez fait des bisous. Mais Philippe, ça veut dire que 5, pourquoi ils sont plus difficiles que les autres? Oui, alors j'ai été me renseigner en préparant ce coup de cœur. Il y a même tous les sommets de la Cordillère des Andes ont été vaincus, sauf quelques faces qui sont vraiment trop compliquées. Là, les 5 qui sont entre 7700 et 7200 mètres. Et tous ont été tentés, mais il y en a, ils ont arrêté à 200 mètres du sommet parce que ça devenait trop dangereux, à 600 mètres du sommet, et les noms sont totalement inconnus. Vous étiez né, vous Philippe, en 53, vous vous souvenez de l'ascension de l'Everest, comment ça a été vécu? Ce que vous avez évoqué là me suscite des souvenirs, mais je n'ai pas suivi ça. En tout cas, moi j'y étais pas, mais je suis assez fasciné quand même par le monde de la montagne. Quand j'étais plus petit en particulier, je faisais beaucoup les frisons roches, vous savez. Évidemment, premier de cordée, la grande crevasse, les montagnards de la nuit, mais même les titres étaient absolument magiques. Donc je garde toujours un rapport assez complice avec cette thématique, même si moi-même je fais pas du tout d'alpinisme, même de ski d'ailleurs. Mais voilà, c'est un univers qui est extrêmement attirant. La chronique était très belle. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose vraiment du véritable exploit, du courage physique, du courage mental. Évidemment, de s'attaquer
des monstres aussi écrasants, c'est quand même, c'est vrai, il y a véritablement quelque chose qu'on se sent petit dont on se sent totalement incapable. Surtout à deux, seul, sans moyen de communication à l'époque. Et c'est fascinant, moi je sais qu'un jour j'allais... On a construit Notre-Dame et les pyramides sans électricité, enfin je crois. Un jour j'allais... c'est ce que dit Booba. J'allais à un pas Booba, un jour j'allais un petit événement littéraire et je croise Sylvain Tesson qui était tout bronzé et je lui dis ah mais non qu'est-ce que tu as fait? Il me dit ah bah je reviens du Mont Blanc, il est monté le Mont Blanc, il était revenu, il faisait ça comme ça, mais c'est fascinant, enfin c'est un type de vie quand même et de personnalité. C'est Jérôme Buffat qui parlait de la conquête de l'inutile, non? C'est possible, ça je sais pas. J'ai une question à vous poser, quelle est l'altitude de l'Everest? 7800... 9000 et quelques. Non. Plus que ça. On apprenait à l'école 8848 mètres. Oui, c'est ça. Eh bien, c'est faux parce que ça a été mesuré par satellite. C'est plus haut maintenant. Et c'est 8849 mètres. On nous a Sur une menti. balise GPS. Je pensais pas. Je pensais que c'était 7800 quelque chose. Non, 8848. On nous aurait menti. Oui, on nous aurait menti. En tout cas, vous restez avec nous dans un instant. On va faire le tour de table de l'actu des vraies voix avec Elisabeth Lévy, Tom Conan et Philippe Bilger. Bien entendu, vous avez le droit de commenter sur notre compte Twitter. Vous êtes nos invités jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ensemble jusqu'à 19h. Merci d'être avec nous. C'est les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe David et Elisabeth Lévy et Philippe Bilger, bien entendu, et Tom Conan. Et tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table. De l'actualité. On va commencer par vous, Philippe Bilger. Alors, un bon point et un mauvais point. Un bon point parce qu'on va parler du film de Justine Triet qui a l'air, comme vous dites, remarquable, et un mauvais point sur ce coup de gueule. Voilà, très rapidement, Cécile, puisque j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises cette intervention en partie intempestive qu'elle a eue. En effet, ceux qui ont vu le film ont dit qu'il était remarquable, anatomie d'une chute, mais j'ai évidemment détesté la seconde partie de son intervention. J'y ai vu à la fois quelque chose de mécanique. Il me semble que dans les festivals, au César c'est clair, à Cannes c'est encore plus scandaleux, une réalisatrice ou un metteur en scène s'estimerait déshonoré si à un moment donné il ne faisait pas une déclaration partisane. Elle l'a faite, et deuxième élément, le financement dont elle a bénéficié ne lui interdit évidemment pas de dire ce qu'elle pense, mais Cannes était le pire endroit pour le faire. Elisabeth. Non, mais je trouve il y a un véritable débat qu'on pourrait avoir, mais qui serait peut-être un peu long, sur la question du financement public. Je comprends bien que l'idée, c'est de dire on ne va pas laisser seulement l'audimat décider. Mais en même temps, est-ce qu'il est légitime de financer des choses, par exemple, dont on estime qu'elles n'auront pas de public ? Sachant que c'est le public qui paye. Le financement public, il est payé par les impôts. Par exemple, dans l'art contemporain, souvent c'est un peu le cas, si vous voulez aussi. On achète des œuvres qui ne sont pas forcément même exposées d'ailleurs. Donc... Je me demande, je ne sais pas, c'était une discussion qu'on avait avec Philippe Bilger, si ça a favorisé la créativité, l'imagination, le talent. Moi, je pense que c'est quand même un principe de redistribution, il faut bien comprendre. C'est-à-dire que les films qui sont évidemment commerciaux par nature et qui n'ont pas besoin d'ailleurs de financement de CNC, si demain il y a Mission Impossible 28 qui sort, je vous assure, le CNC n'a pas besoin d'intervenir. C'est l'aide au cinéma. Voilà. Et donc en réalité, c'est bien les films, c'est assez vertueux comme système parce que si les films performent bien, du coup il y a plus d'argent qui est récolté ensuite et qui est réinjecté dans le système. Donc du coup c'est comme un principe de tontine, on pourrait dire, à l'échelle de l'État. Et donc ensuite effectivement ça peut être affecté à des projets dont on ne sait pas s'ils vont marcher ou pas, parce qu'il faut quand même bien comprendre que s'agissant des œuvres de l'esprit, et je fais encore le parallèle avec les livres, vous ne savez jamais d'avance si ça va marcher ou pas, y compris quand vous avez des films avec des têtes d'affiche sur un thème soi-disant commercial, parfois qui font des bides absolus. Donc en fait c'est absolument pas une science exacte. Donc je pense que ce système permet quand même aux films les plus difficiles à financer quand même de voir le jour. Et honnêtement, alors moi j'ai pas regardé très précisément, mais dans toute la filmographie que j'aime revoir, les films de Bakri, de Jaoui,
Badawi, même certains films de Polanski, malgré les critiques que ça suppose. Je pense que sans le CNC, ces films-là n'auraient pas pu voir le jour, clairement pas. Et deuxième point sur Triet, honnêtement, évidemment, je comprends la distinction que faisait Philippe sur Cannes, le fait qu'il faut avoir des propos politiques en dehors éventuellement. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense pas que Cannes, ça soit l'endroit des happy few et le reste, l'endroit des gueux. Je pense que les gueux ont également leur place chez les happy few, en l'occurrence au Festival de Cannes, et donc pourquoi pas parler de sujets qui ne concernent effectivement pas DiCaprio et des acteurs payés 50 millions d'euros par an. Le tour de table d'Elisabeth Lévy, c'est le Rassemblement National et Pétain. Oui, alors c'était dans une interview à Radio J et c'est Madame Borne, Elisabeth Borne, Première ministre. Il a dit à Frédéric Aziza, c'est un héritier de Pétain. Et si vous voulez, ça commence ce procès commence à me taper sur le système. Vous savez, il y a un philosophe américain de l'après-guerre qui s'appelle Léo Strauss qui avait parlé de réduction ad Hitlerum. C'est-à-dire que quand vous voulez faire taire quelqu'un, vous brandissez Hitler. Et chez nous, on a le point Godwin. La réduction, oui, le point Godwin, c'est pas vraiment chez nous. Non, mais on a la réduction ad Pétainum, pardon, chez nous. Donc, et il y avait effectivement, de même qu'il y avait des maoïstes qui sont allés au Parti communiste et probablement au Parti socialiste, il y a probablement d'anciens maoïstes. Il y avait aussi des pétainistes qui sont allés, et des gens de l'OAS, d'ailleurs, c'est pas du tout la même affaire, qui sont allés au Front National, dans sa création en 72. Maintenant, la question est de savoir en quoi ce parti a-t-il été pétainiste. Et on rappelait ce matin, par exemple, quelqu'un m'avait envoyé un message disant que Couve de Murville, par exemple, qui a été quand même un grand gaulliste, a été à Vichy jusqu'en 43. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de procès mais le pétainisme aujourd'hui, est-ce que ça a du sens de traiter un parti de pétainistes? Avec quel occupant a-t-il collaboré? Quel occupant a-t-il accueilli? Si des gens se soumettent aujourd'hui à une forme de régime totalitaire ou d'idéologie totalitaire, pardonnez-moi, j'ai quand même plutôt le sentiment qu'on les recrute plus à gauche qu'à droite, et plus à gauche qu'au RN. Donc je trouve ce procès dégoûtant. La seule chose, ce matin une journaliste nous faisait remarquer sur le plateau d'Eliott Deval que Madame Borne avait une histoire personnelle. Elle est effectivement fille d'un déporté qui s'est suicidé. Alors bon, peut-être qu'elle disait, hein, c'est ça, Phil. Oui. Donc bon. Elle est peut-être certainement très sensible à cette histoire, mais à un moment où on dit que les politiques doivent donner l'exemple, ce que d'ailleurs je trouve complètement absurde, mais passons. Si on veut que les enfants apprennent l'histoire, si vous voulez, cette utilisation mensongère, idéologique, bassement politique entre nous de l'histoire pour disqualifier ses adversaires est vraiment déplorable. Oui, je pense qu'effectivement l'anachronisme dans tous les cas est pas bon, de la même manière que si vous avez un député communiste, moi je ne me permettrais pas d'aller le voir en lui disant voilà, mais finalement qu'est-ce que tu pensais des camps en Union soviétique, ça n'aurait aucun sens. Par définition, lui, ses parents ou son parti ou les parents du président du parti n'auront de près ou de loin absolument pas contribué à cela. Donc effectivement, il faut mettre ce genre de polémique excessive de côté. En revanche, par contre, il est vrai qu'il y a certains partis qui revendiquent un héritage. Il y a des partis gaullistes, il y a des partis socialistes. Même le fait que le Parti socialiste s'appelle toujours Parti socialiste veut quand même dire quelque chose. Hein. D'ailleurs, il faudrait peut-être éventuellement penser à un changement si jamais on considère que c'est une mauvaise chose, je sais pas. Mais donc effectivement, s'il y a une filiation idéologique et culturelle, là pourquoi pas. Sinon, c'est anachronique. Bizarrerie, c'est le Parti communiste qui le revendique le nom. Sans revendiquer l'histoire. Non, je suis d'accord, mais je suis surtout frappé de voir, quelle que soit la vie d'Elisabeth Borne et un passé douloureux, je me demande chez ces politiques s'ils n'adaptent pas leur discours aux médias où ils sont. Radio J, stimulée par Frédéric Aziza, elle a probablement poussé trop loin une sorte d'analyse, alors qu'en général, elle n'est pas originale, mais elle se contente de dire on n'a pas les mêmes valeurs. Sans jamais définir quelles sont les valeurs. Est-ce que c'est son rôle de faire ce type de sortie en tant que Première ministre? Est-ce que c'est... Elle a le droit de penser par elle-même. Le Premier ministre, d'abord, moi je dis le Premier ministre, c'est une fonction. Le Premier ministre a parfaitement le droit d'avoir une opinion politique. Il vaudrait mieux que cette opinion, il eût mieux valu que cette opinion fût fondée, pertinente et intelligente. C'est pas très... Si vous voulez, c'est juste une ânerie, si vous voulez, vraiment absurde. Parce que, voilà. Donc... Il faut voir qu'elle a été très approuvée par Renaissance, qui lui reprochait d'avoir été longtemps trop modérée à l'égard du Rassemblement national et qui considère qu'aujourd'hui, LFI est moins dangereuse
que le Rassemblement national. Mais c'est vrai qu'elle est quand même très modérée, dans le sens où elle n'a pas effectivement, elle a en tout cas très rarement pris parti sur l'extrême droite de manière générale. Donc peut-être que c'était une manière pour elle, peut-être effectivement maladroite, de rectifier le tir. Tom, votre tour de table, c'est sur Twitter qui risque d'être banni de l'Union européenne. Voilà, alors ça m'a un peu étonné cette histoire, mais pourtant apparemment ça semble vrai. En tout cas, c'est une hypothèse. Donc il y a samedi, donc le réseau social dirigé par Elon Musk apparemment a quitté le code de bonnes pratiques de l'Union européenne. Alors précisément, je n'ai pas le détail de ce que ça signifie, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la France en retour menace de sanctions qui pourraient aller jusqu'à son blocage, puisque donc sur France Info, donc il y a Jean-Noël Barrot qui est ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, qui a dit précisément Twitter, s'il ne se conforme pas à nos règles, sera banni en cas de récidive de l'Union européenne. Donc c'est quand même assez étonnant. Moi, ce qui m'a aussi étonné, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai vu sur Twitter justement une photo de Emmanuel Macron en compagnie d'Elon Musk, qui a priori n'a pas forcé la porte pour venir. Donc ça me semble un peu extravagant d'arriver à ce genre de jusqu'au boutisme. À mon avis, le tir va être rectifié. En revanche, c'est vrai que sur Twitter, depuis qu'Elon Musk a pris effectivement le contrôle de la boîte, il y a pas mal de choses qui ont changé. Notamment, il y a un truc assez intéressant. Lorsque quelqu'un dit n'importe quoi, parce qu'effectivement, ça me semble assez intéressant de ne pas désinformer les gens, vous avez les notes des communautés, on appelle ça les community notes. Je ne sais pas si ça apparaît également sur tous les téléphones. Et effectivement, quand quelqu'un dit quelque chose de factuellement inexact, il y a des éléments qui s'affichent automatiquement pour que les lecteurs ne soient pas trompés. Donc c'est sûr qu'il faut faire quelque chose. Après, est-ce que ça doit être par rapport au code de bonne pratique ou selon un standard personnel de Twitter? Peu importe. Elisabeth Lévy. Moi, je trouve que je comprends qu'il y a un problème, mais c'est un enfer pavé de bonnes intentions. Toutes ces lois, si vous voulez, pour lutter pour la qualité de l'information, finissent par être des lois de censure, de réduction de la liberté d'expression. Et si vous voulez, je fais malheureusement pas confiance vraiment à l'Union européenne, ni d'ailleurs. Honnêtement, je suis pas sûr que les législateurs français soient très armés. Donc, ils sont pas très capés sur ce sujet-là. Je plus sois sur ce que Tom a dit à la fin. Philippe Bilger. Je trouverais regrettable que l'Europe supprime Twitter, parce que je trouve que on l'a assez dit, c'est un cloaque, mais qui est nécessaire. Ouais. Mais est-ce que ça pose pas une question? Est-ce qu'il va y avoir un ministère de la vérité, comme dans un livre bien connu, qui va dire ce qui est vrai? Mais où est la vérité? C'est ça. Parce que, exemple, en 1945, la vérité, c'était que Katyn, c'était les Allemands qui avaient massacré les prisonniers de guerre polonais. Alors que c'était exactement le contraire. Mais ça n'a surtout aucun sens sur Internet. C'est marrant, je discutais de ça par rapport à chez le coiffeur avec des gens qui partent à Dubaï et qui veulent aller sur les applications gays. Alors évidemment, en pratique, vous pouvez pas y avoir accès. En réalité, vous avez un VPN et très facilement, en 2-3 clics, en 2-3 mouvements, c'est le cas de dire, vous avez accès. Il faut expliquer. Un VPN, vous êtes géolocalisé ailleurs que dans le pays qui est interdit. Et c'est légal, hein. Je précise que c'est légal. Ce qui veut dire que le bannissement est une menace en l'air. Mais je voudrais poser une question à Philippe, ça m'intéresse, qui disent que Twitter est nécessaire. Parce qu'après tout, vous et moi, cher Philippe, avons vécu quand même très longtemps sans Twitter. Est-ce que je voudrais vous poser une question précise. Avez-vous l'impression que votre vie se soit enrichie depuis que vous avez... Oui, si je considère que ma vie a pour finalité, pas exclusive, la multiplication des moyens qui me permettent de m'affirmer. Donc je considère que Twitter, ça peut être une chance pour moi. Comme c'est bien dit. C'est bien dit. Ça demande c'est un réseau qui est très important pour la diversité des opinions. Allez, vous restez avec nous, la suite des vraies voix. Dans un instant, on va revenir sur ce coup de projecteur des vraies voix. Faut-il financer finalement le réchauffement climatique par vos sous? La lutte contre le réchauffement climatique, peut-être. J'ai oublié la lutte? Oui, bon, j'ai dû l'oublier. Vous avez raison de me reprendre, vous avez raison. On en parle dans quelques instants. On va essayer cette question. Êtes-vous prêt à sacrifier une partie de votre pouvoir d'achat pour le climat? Pour l'instant, vous dites non à 95%. Allez, à tout de suite. Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, les sujets qui vous intéressent et qui vous concernent, votre quotidien, bien entendu. Philippe Bilger pour en parler, Elisabeth Lévy, Tom Conan et vos appels au 0826 300 300 avec notre Alain, notre vraie voix auditeur qui nous appelle de Lyon. Et vous, bien sûr, au 0826 300 300. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et pour financer la lutte contre le réchauffement climatique, l'économiste Jean Pisani-Ferry a donc proposé la mise en place d'un ISF vert, un impôt exceptionnel sur le patrimoine financier des 10% des contribuables les plus riches. Une annonce qui a été enterrée par le gouvernement, mais qui n'est pas sans conséquence. Oui, si cet impôt était instauré, certains experts craignent que ce ne soit les contribuables qui en payent le prix fort. Ouais. N'oublions pas ce que disait Christian Gaulier, un des auteurs du
rapport du GIEC, l'action climatique va coûter très cher. Jusqu'où faut-il sacrifier le pouvoir d'achat des générations présentes pour affronter nos responsabilités envers les générations futures? Alors, est-ce que pour vous êtes prêts, au nom du climat, à sacrifier votre pouvoir d'achat? Ou est-ce que vous n'en avez pas les moyens parce que déjà les fins de mois sont difficiles? Qu'est-ce que vous en pensez? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Olivier Babot, est avec nous. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Bonsoir. Vous êtes économiste et président de l'Institut Sapiens et auteur de La tyrannie du divertissement, publié chez Buchet-Chastel. On revient avec vous dans quelques instants, Philippe Bilger. Cet impôt, même si pour l'instant il est rejeté par le gouvernement, pourrait peut-être voir le jour un jour, justement. Alors, la tyrannie du divertissement, je me demandais si la tyrannie n'était pas un divertissement parfois pour certains. Mais c'est une absurdité, pardon. Je voulais dire que, d'abord, je suis un profane absolu dans ces domaines écologiques. Et même si je perçois un tout petit peu le danger du dérèglement climatique, l'offensive qu'il convient de mener contre tous les signes éclatants de bousculement et du basculement de notre planète, je ne parviens pas à être suffisamment conscient de ce qui se passe pour accepter, disons net, qu'on ampute mon pouvoir d'achat. Peut-être tout simplement parce que je ne suis pas encore dans cette génération qui va avoir pesé sur elle et sur son destin les conséquences délétères de ce bouleversement climatique. Je ne sais pas, si j'avais 50 ans de moins, peut-être ne ferais-je pas la même réponse. Elisabeth Lévy. Alors d'abord, un peu de vérité ne nuit pas, et pendant des années, on nous a enfarinés avec la merveilleuse économie verte. Vous savez, qui allait créer la lutte, je veux dire, la verdisation de toute la planète et l'arrêt de nos méfaits allait créer des millions d'emplois donc verts. Bon, tout ça, c'était des sornettes. Effectivement, quand on dit ça va coûter cher, ce que je comprends pas, c'est comme si jusque-là, on n'avait rien fait. Je veux dire, alors que la France, en termes d'émissions de carbone, est plutôt bien placée. Très bien placée en Europe. Bien placée. Je suppose que maintenant, ce qui va coûter cher, c'est la conversion, en quelque sorte, de l'industrie. Parce que si on continue à m'expliquer que c'est en prenant pas de douche, que c'est en prenant pas de douche ou moins de douche qu'on va sauver la planète, là, je bouche mes oreilles à toute réflexion écologique. Donc, je suppose qu'il s'agit de ça. Malheureusement, je crois tout simplement qu'on n'aura pas le choix. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on pourra, si vraiment ce qu'on nous annonce est réel. Alors après, moi, j'ai toujours tendance à penser qu'on prend toujours les scénarios catastrophes par une espèce de jouissance apocalyptique. Mais si ce qu'on nous annonce est réel, on peut même se demander si on pourra conserver la démocratie, en fait. Parce que la réalité, c'est que si les pires, les apocalyptiques avaient raison, ça voudrait dire qu'il faut instaurer vite des dictatures. Ah, c'est ça. Oui. De toute façon, en matière de politique économique, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Il y a la fiscalité ou les réglementations. Et pour le sujet écologique, sur lequel j'ai beaucoup travaillé récemment, il y a effectivement pas tant de solutions que ça. Il y a effectivement l'idée d'un prix du carbone, effectivement le fait de prendre en compte l'impact carbone des activités humaines. Et ce prix du carbone, soit vous le prenez en compte dans une taxe, en effet, l'idée de la taxe carbone, soit dans des quotas. Mais dans un sens ou dans un autre, dans tous les cas, il y a un impact sur les prix ensuite, puisque soit les industriels augmentent les prix en conséquence parce que les quotas doivent être achetés sur le marché, ou alors c'est le consommateur final, comme avec la TVA, qui s'acquitterait d'une taxe carbone qui serait ajoutée à la fin de votre ticket de caisse. Mais dans tous les cas, en fait, il y aura un impact de ce type, et effectivement, c'est inquiétant parce que en réalité, beaucoup de personnes, sans doute, ensuite verront des budgets qui seront diminués de ce fait. C'est pour ça que moi, je crois de beaucoup plus à l'idée d'un Nutri-Score, vous savez, qui s'appliquerait aux produits qui sont émetteurs de beaucoup de carbone, de façon à orienter les comportements. Et de la même manière qu'aujourd'hui, la pédagogie, c'est ça que vous voulez dire. La pédagogie. En fait, il y aurait ensuite des étiquettes sur les produits, comme ça, si vous avez des produits effectivement qui sont très polluants, et ça résout pas la question du financement. Ça résout un peu la question, parce que ça fait qu'en fait, selon les comportements d'achat, vous ne seriez pas forcément, exposé de la même manière, et il pourrait y avoir des produits qui seraient justement neutres en carbone et donc sans taxe carbone, par exemple.
exemple. La question, c'est de financer les investissements, il me semble. Pas uniquement. Il y a quand même cet aspect-là aussi. Parce que c'est aussi de... Écoutons la parole de notre professeur pour qui va éclairer nos lanternes. Pour atteindre la neutralité carbone, la France devra donc investir, selon les dires, 66 milliards d'euros supplémentaires d'ici à 2030. Alors est-ce que il faut instaurer justement un ISF vert, Olivier Babot, est-ce que d'ici à 2030 l'ISF, oui 2030, cet ISF vert est obligatoire? Est-ce que on ne peut pas faire sans? Alors, merci de m'avoir invité. Il faut peut-être prendre les choses, effectivement, et beaucoup de choses tout à fait exactes et intéressantes qui ont été dites là. Prendre les choses du côté des annonces du gouvernement qui parlent en ce moment d'une stabilité des impôts, voire d'une baisse des impôts, mais qui en même temps nous promet une hausse des dépenses et qui promet à nos partenaires, qui sont ceux qui nous prêtent, et puis nos partenaires européens, une trajectoire budgétaire qui va vers une baisse des déficits, voire une capacité à réduire la dette. Et ben ça décrit ce que les économistes appellent un triangle d'incompatibilité. Ça veut dire qu'on peut pas avoir les trois en même temps. Tu peux pas avoir aujourd'hui une augmentation des dépenses, une stabilité ou une baisse a fortiori des impôts et une trajectoire budgétaire qui est positive, qui est bien orientée. Ça veut dire qu'il y a un des trois qui va sauter. Alors qu'est-ce qui va sauter? Eh ben moi je vais vous donner un pronostic, c'est le côté impôt. Bah oui. Alors c'est dommage parce qu'on est déjà au maximum de notre histoire des prélèvements obligatoires, 45% du PIB, c'est le maximum de notre histoire. Ça a connu au début du quinquennat d'Emmanuel Macron une petite baisse, mais on est revenu à 45%. Le problème c'est qu'il va falloir d'une façon ou d'une autre continuer à élever les impôts. Alors la première possibilité, c'est les impôts sur les plus riches, disons. Alors attention, si on prend les revenus à partir de 3 600 € par mois, vous faites partie des 10% les plus riches. Absolument, 3 600 net. Voilà, 3 600 net, absolument pour une personne seule. Évidemment, ça dépend de la constitution du ménage. Pour ce qui est des impôts sur le patrimoine, alors... Si vous regardez l'ISF, ancienne méthode, donc avant l'IFI qui existe toujours, impôt sur la fortune immobilière, il y a 2 milliards de différence parce que l'ISF autrefois c'était 5 milliards de recettes, l'ISF aujourd'hui l'IFI pardon c'est 3 milliards. Donc il y a 2 milliards, on n'est absolument pas, vous voyez, dans les grandeurs de ceux dont on a besoin. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait beaucoup plus qu'un impôt sur le capital, là il faudrait une forme de captation, hein. D'ailleurs, c'était plutôt la proposition de l'économiste que vous avez cité, Pisani-Ferry, qui explique qu'en gros il faut prendre, si je me trompe pas, 5% chaque année pendant environ 30 ans. Donc là, on est vraiment dans une forme de spoliation. Alors, le petit problème des capitaux mobiliers, c'est qu'ils sont mobiles, hein, justement, c'est-à-dire qu'ils s'en vont. Bon. Alors, la deuxième chose à signaler aux auditeurs qui nous écoutent, c'est que la hausse des impôts, elle a déjà eu lieu, Vous avez déjà sans doute noté l'augmentation massive de la taxe foncière. Oui. La taxe foncière, c'est un impôt sur le capital immobilier. Hein. C'est pas l'IFI, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas être riche, vous pouvez même être relativement pauvre et n'avoir que votre logement. 60% des Français sont propriétaires de leur logement. Mais vous allez quand même voir une augmentation massive de la taxe foncière qui est en partie une forme de rattrapage sur la taxe d'habitation qui est passée. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est quand même des augmentations d'impôts, évidemment, que vous allez payer. Alors, pour revenir au problème écologique, et après je m'arrête là, mais effectivement, on n'ose pas trop le dire parce qu'évidemment, c'est vrai que c'est pas super bien en termes de communication, mais il y a un arbitrage très compliqué à faire entre la consommation de masse qui a été en fait ce qu'on a gagné au moment des 30 Glorieuses. Tout le monde a eu accès tout d'un coup à une variété, une quantité de produits extraordinaire, et puis le fait d'arriver à verdir notre écologie, à baisser notre empreinte aujourd'hui. Enfin, sauf innovation technologique absolument majeure, mettons par exemple la fusion nucléaire, donc le fait d'avoir une énergie propre et infinie. Pour l'instant, malheureusement, ça veut dire que on va devoir d'une façon ou d'une autre impacter dans le prix le coût du carbone. C'est ça. Si vous devez payer le coût du carbone, ça veut dire qu'il faut... Alors, le Nutri-Score est une bonne idée, on va en parler, mais si vous mettez le coût du carbone, ça veut dire que c'est beaucoup plus cher. Chaque produit est plus cher. Et donc, les gens plus pauvres ne rentrent pas sur le marché, comme disent les économistes, c'est-à-dire que c'est trop cher pour eux, donc ils vont plus avoir accès à certains produits. D'ailleurs, regardez, la voiture électrique, elle va faire 50% de prix en plus. Oui, c'est ça. La voiture est en train de redevenir un bien de luxe. Allez. Olivier Babot, restez avec nous. Une réaction. J'ai pas bien compris en fait ces investissements. Qu'est-ce qui concerne comme opération exactement? C'est-à-dire les grosses masses, disons. Ces sommes, vous avez parlé de 66 milliards. 66 milliards en 7 ans. Excusez-moi, ça commence à être des sommes. Hein. Donc, je voudrais savoir quel est l'objet, en fait. De changer les usines, de changer les logements, de quoi? Mais exactement. Il y a par exemple des choses aussi bêtes et qu'on voit tous que le fait de changer nos vitres et être mieux isolés.
c'est partie des choses qui nous permettent de moins évidemment consommer. Il y a la construction de toutes les centrales nucléaires qu'on aurait dû décider il y a longtemps, il y a plus de 10 ans, mais évidemment après maints intermoiements, on ne le fait que maintenant, donc ça sera prêt d'ici au moins 10 ans. Mais enfin, ça aussi, c'est des investissements importants. C'est en fait plein de changements dans les façons dont on va produire, recycler, réemployer, par exemple le plastique. Et voilà. Et les technologies sont pas les mêmes, donc ça veut dire qu'il faut des nouvelles usines, des nouvelles machines, des nouvelles technologies, par exemple pour la motorisation pour les voitures. Voilà, c'est tout ça ensemble. Donc à l'intérieur, évidemment, de ce qu'on appelle la transition verte, il y a plein de choses. Il y a plein de choses extrêmement diverses, dont le point commun, c'est qu'elles coûtent de l'argent. On va aller au standard. Vous, c'est 66 milliards par an, Elisabeth Lévy. Hein. C'est pas sur, c'est 66 milliards par an jusqu'à 2030. C'est pas. Non, ça me paraît impossible. Pardon, déjà 66 milliards jusqu'à 2030. C'est ce qui propose et c'est ce qui est proposé, 66 milliards par an. 0826 300 300. Alain qui nous appelle de Lyon. Oui. Une réaction. Alors là, moi, je vais avoir une position qui va être très particulière. Je pense que je ne vais pas vous choquer. Pour la personne qui ne comprend pas, faut un chiffre très simple. On est à 418 ppm. Alors ppm, c'est particules par million de particules de CO2. On est à un seuil au-delà duquel le dérèglement climatique devient irrémédiable. On peut plus l'arrêter. Et si on fait l'ensemble des particules à effet de serre, on est à 530, 523, un truc comme ça. Ça veut dire que c'est augmenté de 36% pour l'ensemble des particules depuis 1980, et le CO2, on est augmenté de 50% depuis l'an 1700. Pour revenir sur les problèmes d'argent. Alors, si on prend mon cas personnel, nous, on en a eu marre d'aller voir des entreprises, d'aller voir des gens pour essayer de les convaincre qu'il fallait investir, ainsi de suite. Du coup, nous, par exemple, on a mis 300 000 euros de notre poche personnelle, notre argent personnel, dans un bateau qu'on a appelé Océan Attitude pour la lutte pour les océans. Si on veut lutter contre le dérèglement climatique, la première chose, il faut absolument sauver les océans. Il y a ce qu'on appelle le tapis roulant, c'est-à-dire l'ensemble des courants qui parcourent tous les océans, qui font des dizaines de milliers de kilomètres de long, est en train d'être totalement perturbé. Donc tout le climat, c'est ce qui fait le climat, tout le climat est en train d'être perturbé. Et on le voit en France, le plus connu, un des plus connus de ces courants, c'est le Gulf Stream. Oui. Ce qui fait que la France est un pays tempéré, parce qu'il ramène de l'eau chaude depuis les eaux tropicales. Et il est en train de s'arrêter, il est en train de ralentir, il est en train de changer. Et du coup, c'est pour ça qu'on a un temps qui devient de plus en plus chaotique chez nous. Donc il faut absolument sauver les océans avant toute chose si on veut lutter contre le dérèglement climatique. Oui. Ça passe par les particules de plastique dont vous parliez tout à l'heure, etc. Donc pourquoi on a fait cet investissement ? Ça nous permet maintenant, quand on va avoir une entreprise, leur dire, nous on a mis tant d'argent, maintenant vous allez nous expliquer comment vous pouvez pas en mettre autant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on est en négociation avec d'énormes groupes. Ouais. Qui sont prêts à mettre des sommes vraiment très conséquentes parce que eux ont il y a une conscience environnementale qui se développe vraiment en leur sein et c'est des boîtes chimiques et compagnie. Oui. Ils sont aussi un petit peu obligés. Ils sont aussi un petit peu obligés complètement. Oui. Et donc ça avance. Mais maintenant, il faudrait que d'autres gens le fassent. Et par contre, là où je suis contre, c'est une obligation. C'est-à-dire qu'on est dans le problème de Rabelais. Rabelais, une fois de plus, a raison. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il faut absolument que les gens prennent conscience. Ah oui, ça c'est ce que disait Tom Conan. Voilà. C'est la pédagogie qui est importante. Restez avec nous, Alain, parce qu'on va prendre Simon qui est aussi en ligne au 0826 300 300. Simon voulait réagir. Bonsoir Simon. Bonsoir Simon. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir David, et bonsoir à vos invités. Elisabeth, j'ai déjà l'occasion de l'écouter pas mal de fois, ici et ailleurs. Bonsoir Simon. Ainsi que Philippe Viguière, le troisième invité, je n'ai pas mémorisé son nom. Tom. Bonsoir, excusez-moi. Bonsoir. Bon, simplement moi, évidemment, l'écologie, maintenant, je pense que beaucoup de gens ont conscience qu'il faut effectivement modifier certaines habitudes. Dire que c'est, mais moi, depuis déjà bien longtemps, on sait que l'écologie, de toute façon, on la finance. Tout à l'heure, ça a été cité au niveau des véhicules électriques. Oui. Il faut savoir que de toute façon, les primes sont déjà de toute façon pris sur l'argent du contribuable, donc déjà financé par le biais de nos impôts. Même si cette prime ne suffit pas pour compenser le différentiel de prix entre les véhicules thermiques et les véhicules électriques. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont financées sans que de toute façon le contribuable soit informé effectivement. Oui, ça passe dans nos impôts et on nous impose, des... Oui, ça il y a bien d'autres choses, ne serait-ce que la taxe sur les carburants, hein, puisqu'on ne veut surtout pas y toucher parce qu'évidemment on sait que c'est une manette financière importante. Le seul inconvénient, c'est que
que la France ou même l'Europe, si on veut essayer de prendre une entité un peu plus large, n'est pas en mesure de toute façon d'imposer l'écologie au niveau mondial. Et quand on voit qu'il y a un risque quand même derrière tout ça, c'est qu'on finance beaucoup de choses pour pouvoir justement arriver à une industrie plus verte, mais en face, on risque de perdre au niveau concurrentiel par rapport à des pays comme la Chine ou les États-Unis qui sont beaucoup moins sensibilisés. Ça c'est moins qu'on puisse dire. Restez avec nous, Simon. Merci de votre témoignage. Et on va revenir avec Olivier Babot. Olivier Babot, Elisabeth l'a dit tout à l'heure, et on l'entend un peu partout, on est quand même de très bons élèves en France. Quand on regarde à l'échelle mondiale. Et oui, le drame, c'est surtout qu'on est tous sur le même bateau planétairement. Si la France, c'était le monde c'était la France, on pourrait effectivement imaginer aller très très vite. Et d'ailleurs, on ne serait pas parmi les plus mauvais, même si évidemment, on peut aussi regarder, par exemple, le fait que c'est nous qui avons pollué autrefois, et donc on a peut-être une sorte de passif. Mais aujourd'hui, si toute la France disparaissait de la surface du monde, malheureusement, la Chine, actuellement, augmente chaque année ses émissions de l'équivalent de l'ensemble de nos émissions françaises. Vous voyez, nous, on fait 1% environ, 0,9, 1% des émissions de CO2. La Chine, elle augmente de ça tous les ans. Donc, notre problème, c'est qu'il y a 2 milliards de personnes dans le monde, en Inde et en Chine en tout, en gros, qui sont en train d'accéder à la classe moyenne, de sortir de la pauvreté. Ces gens-là, ils aspirent à 2 choses, avoir une voiture et avoir un climatiseur et consommer. Voilà. Et on voit pas très bien comment arriver à les faire consommer sans que ça soit évidemment destructeur pour la planète. Donc, c'est ça qui est très très décourageant. Ça veut dire qu'il faut pas faire d'efforts, mais ça veut dire que malheureusement, tous les discours qui ne regardent que les 68 millions de Français, évidemment, ils ratent la réalité de la très grande difficulté qui est que l'enjeu est ailleurs, il est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus vaste et beaucoup plus dur. Allez, je suis entièrement d'accord avec ça. Effectivement, je pense que en la matière, c'est vraiment une question d'échelle. Effectivement, ceux qui vont vous tyranniser parce que vous économisez pas suffisamment l'eau, parce que vous faites pas suffisamment le tri, etc. C'est totalement absurde parce que à l'échelle, ça ne pèse rien. Il vaut beaucoup mieux concentrer ses efforts sur la conversion de publics ou d'activités qui ont des impacts énormes, colossaux et même qui augmentent chaque année en termes d'impact négatif sur l'environnement que de tyranniser des gens qui font déjà beaucoup d'efforts. Donc, ça serait mieux de fermer les centrales à charbon en Allemagne, par exemple. Donc, ça, premier point. Et effectivement, sur la France, alors, Monsieur Babot l'a dit déjà très bien, mais en effet, on a quand même un avantage incroyable en France, c'est qu'on pourrait demain, potentiellement, en tout cas, évidemment, avec un certain temps devant nous, tout électrifier. Et avec cela, effectivement, avoir un impact carbone qui soit neutre. Jusqu'au moment où on va nous dire l'électricité, c'est pas bien. Électrique, on pourra peut-être en reparler, mais moi, ce qui me frappe souvent dans le débat sur l'écologie, c'est qu'on a eu beaucoup de raisons de craindre qu'en fait ce soit généralement des mesures anti-pauvres. Je pense aux zones les zones à faible émission, les ZFE. où en gros on bannirait les guimbardes. Je suis désolé, la France périphérique, elle n'a pas les moyens de s'acheter des bagnoles neuves. Pour l'instant, c'est un peu mis en suspens. Il y a des zones à faible émission, mais là, ils font un peu marche arrière. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a aussi une façon de dégoûter. C'est ça. Je veux dire, notamment les classes populaires de l'écologie, en leur donnant le sentiment qu'on va les punir, les priver de tout plaisir. Jusqu'au jour où on nous dirait que les voitures électriques, c'est beaucoup plus loin à fabriquer finalement que ce que ça l'intérêt que ça. Vous pouvez déjà le dire aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup Olivier Babot d'avoir été avec nous, économiste et président de l'Institut Sapiens et auteur de ce livre La tyrannie du divertissement, publié chez Buchet-Chastel. Vous restez avec nous au 0826 300 300. Nous avons encore des réactions au standard. À tout de suite. Au 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nos acteurs du jour dans la catégorie meilleur acteur et meilleure vraie voix du jour, Elisabeth Lévy et Philippe Bilger et Tom Conan. On va vous décerner un prix. Moi, j'ai envie de vous dire. Je dirais que c'est un palmarès consensuel. Voilà, et on va en parler sur Twitter. Ça fait beaucoup réagir ce que disait tout à l'heure Tom Conan sur Twitter, le fait que on se demande si il faut sacrifier Twitter sur la place européenne au nom de quoi, de je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui Elon Musk peut trembler face à l'Union européenne? Elisabeth Lévy. J'ai compris aux explications. Bien dans le micro. D'abord, je suis d'accord avec Philippe qu'il ne faut pas le sacrifier dans le sens où, si vous voulez, cette espèce de régulation par l'Europe d'abord est un fantasme. Et effectivement, je pense que ça n'a pas de sens. Mais surtout, j'ai compris avec ce que disait Tom que c'est que du bruit avec la bouche.
Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas empêcher les gens d'y avoir accès. Thierry Breton, il n'y a pas que le ministre. Il y a Thierry Breton qui a dit qu'il allait jeter un œil et qu'au mois d'août, on couperait peut-être Twitter dans l'Union européenne. Mais jamais ils seront capables de le faire. Sur un plan technique, vous pouvez quand même, parce que si par exemple vous enlevez l'autorisation à ceux qui distribuent les applications sur les téléphones, parce que l'essentiel des gens utilisent Twitter sur leur téléphone, donc Apple, en l'occurrence l'App Store et Google Store, essentiellement, vous retirez ces applications de ces deux boutiques, 90% des gens peuvent plus accéder. Donc après ils pourront plus accéder aux mises à jour. Donc si l'application est déjà installée, vous pourrez utiliser, mais s'il y a des mises à jour, vous pourrez plus utiliser. Il faudra aller sur votre ordinateur, avoir un VPN. Politiquement, je sais pas trop. Effectivement, moi, le fait d'avoir vu Elon Musk dans le bureau de Macron il y a quelques jours laisse à penser quand même que Elon Musk va se conformer. Sachant qu'en plus, il y a eu une autre histoire à ce sujet il y a quelques mois par rapport à Apple. Apple justement voulait restreindre l'usage de certaines applications par rapport aux protections des données. Et donc effectivement, il y avait une menace à un moment donné, pareil pour la même raison, enfin pour une raison en tout cas voisine, au sujet de la survie de Twitter sur l'Apple Store en l'occurrence. Qu'est-ce qui s'est passé quelques mois après? Elon Musk a publié sur Twitter une vidéo, une photo avec Tim Cook, qui est le directeur d'Apple, et en fait il faisait comprendre qu'ils avaient trouvé un accord, et effectivement Twitter n'a pas disparu de l'App Store. Donc fondamentalement je pense que c'est une pression qui est mise en réalité sur Twitter pour qu'ils changent leur fusil d'épaule, mais je vois absolument pas le réseau, surtout qu'en plus c'est quand même une entreprise, c'est Elon Musk qui est l'actionnaire principal, mais fondamentalement c'est une entreprise avec des responsables. D'ailleurs vous savez que Elon Musk n'est plus le responsable exécutif de Twitter. Il a nommé il y a quelques semaines une personne qui a une grande expérience des médias et des réseaux sociaux, qui je pense fera un job responsable en cohérence avec tout ça. Philippe Bilger. Franchement, Twitter, je ne saurais pas décrire techniquement ce qu'on peut en faire. Je constate tout de même qu'en souffrant parfois, c'est un moyen d'expression qui est utile pour dire du bien, du mal, d'aimer des livres, détester des films, éventuellement dire du bien des vraies voix. Oui, et d'être informé surtout. C'est ça que je voulais poser comme question. Est-ce que vous exprimez ou vous informez? Twitter, jamais. Mais vous avez des scoops. Vous avez, c'est quand même la façon de travailler, en tout cas de présenter des choses par Emmanuel Macron. Non, mais avec Twitter, on peut faire une revue de presse, mais il faut être abonné à des comptes où on reposte des papiers en fait, parce que des textes un peu longs, parce que si c'est pour avoir des 3 lignes d'avis. Je trouve que Twitter aujourd'hui c'est un peu le ventre de la démocratie, dans le sens effectivement c'est pas forcément formalisé, c'est pas forcément structuré, c'est pas un média à proprement parler, c'est une agrégation de mini-médias plus ou moins légitimes et plus ou moins sûrs. De ce point de vue-là, les médias traditionnels entre guillemets ont toujours largement leur rôle, mais effectivement je pense que pour prendre vraiment le pouls de ce qui se passe dans le monde, Twitter est de ce point de vue-là une plateforme assez essentielle. Pas trop le pas trop. En tous les cas, pas aux États-Unis. C'est le deuxième cerveau, vous savez, le ventre. Oui, exactement. Chez Philippe David aussi, c'est le deuxième. Chez David, c'est le premier. Et je vous rappelle, 16 millions de personnes sont sur Twitter en France, donc ça fait un paquet de monde en tout cas. C'est pour ça que ça s'engueule, c'est normal. Merci en tout cas Philippe Bilger d'avoir été avec nous. Merci Tom Conan, merci beaucoup Elisabeth Lévy. Dans un instant, les vraies voix citoyennes et les Jeux 500, sommet citoyen. On va revenir sur toutes ces actions au quotidien, ces engagements de ces belles associations, et on reviendra sur le trophée Sud Radio de l'initiative citoyenne, où on invite, en tout cas on vous invite à voter sur notre site internet. On en parlera dans quelques instants. À tout de suite.